Bonjour les petits curieux, j'espère que vous avez apprécié la partie 1 et 2 du choc des civilisations. Si vous ne les avez pas encore regardés, je vous conseille de fermer cette vidéo, de le regarder d'abord et de revenir ensuite. Pour les autres, génériques. Rentrons directement dans le vif du sujet. La partie 3 du livre s'appelle Le Nouvel Ordre des Civilisations. Je vous conseille vivement d'avoir ce livre chez vous. Il est indispensable pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore, il y a un lien en dessous de la vidéo pour le commander. Avant la guerre froide, la question fondamentale que les États devaient se poser est « Dans quel camp sommes-nous » Mais aujourd'hui, la question fondamentale est « Qui sommes-nous » Et ça, c'est beaucoup plus profond. Dans les Balkans, les populations sont divisées sur base religieuse. Et c'est partout pareil dans le monde. Alliances et conflits sont basés sur les civilisations. Je vous lis un petit passage sur la Grèce et la Turquie. La menace russe disparue, l'alliance contre nature entre la Grèce et la Turquie perd tout sens, alors même que s'aggrave leur conflit à propos de la mer Égée, de Chypre, de leur équilibre des forces, de leur rôle dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ainsi que de leur relation avec les États-Unis. Un think tank pense aussi que les alliances intercivilisationnelles ne fonctionnent pas. Et pour cela, il prend l'exemple de l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est asiatique. En Asie du Sud-Est, il y a des pays bouddhistes, des pays musulmans, des pays chinois comme Singapour. Et comme contre-exemple, il prend l'exemple de l'Union européenne, alors qu'on sait dans quel état se trouve l'Union européenne aujourd'hui. Et il se trompe concernant l'ASEAN. L'ASEAN fonctionne très bien. Les conflits dans l'ASEAN se situent surtout entre pays riches et pays pauvres, et pays démocratiques et non démocratiques, et pas en fonction des religions. Il pense aussi que haïr fait partie de l'humanité. Oui, ça c'est vrai, depuis le début de l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, la haine existe, tout comme l'amour, la jalousie, le courage. Mais haïr quelqu'un simplement parce qu'il est différent et que ça serait normal, je trouve ça un peu pessimiste. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'équivalent de l'OTAN en Extrême-Orient parce que multicivilisationnel. Or, aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a ce qu'on appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, entre la Chine et la Russie principalement, ainsi que les pays d'Asie centrale. Il s'agit d'une contre-OTAN en Extrême-Orient. Ça prouve un peu qu'on peut s'unir, travailler ensemble, même si on ne fait pas partie de la même civilisation entre guillemets. Il parle aussi des pays qu'il appelle isolés. Je vous lis un extrait du livre. Un pays isolé n'a pas d'affinité culturelle avec d'autres sociétés. L'Éthiopie par exemple est isolée culturellement par sa langue dominante, l'araméen, écrit en caractère éthiopien, par sa religion dominante, l'orthodoxie copte, par son passé impérial, par ses différences religieuses vis-à-vis de ses voisins en majorité musulmans. Les élites de Haïti étaient traditionnellement liées à la France, mais la langue créole, la religion vaudou, ainsi que ses origines dans les révoltes d'esclaves et son histoire agitée font de cette île un pays isolé. Toutes les nations sont uniques, disait Sidney Mintz, mais Haïti est vraiment à part. Durant la crise de 1994, les pays d'Amérique latine n'ont pas jugé qu'Haïti posait un problème latino-américain et ont refusé d'accueillir des réfugiés alors qu'ils avaient recueilli des Cubains. En Amérique latine, disait le président du Panama, Haïti n'est pas reconnu comme un pays d'Amérique latine. Les Haïtiens parlent une langue différente, ils ont des racines ethniques différentes, une culture différente. Ils sont en tout point différents. Haïti est tout aussi isolé des pays noirs anglophones des Caraïbes. Pour un habitant de la Grenade ou de la Jamaïque, notait un commentateur, les Haïtiens sont aussi étrangers qu'ils le sont pour quelqu'un de l'Iowa ou du Montana. Haïti, voisin dont personne ne veut, est véritablement un pays seul. Donc un pays isolé est un pays qui est différent des pays de la région. Il ne peut pas s'unir avec ses voisins. Comme grand pays isolé, nous avons le Japon. Il y a aussi ce qu'il appelle les pays divisés, c'est-à-dire les pays qui ont différentes populations au sein même de ses frontières, différentes civilisations, comme la Chine, l'Inde, la Malaisie. Il avait prévu l'indépendance du Kosovo, il faut le reconnaître cela. Il ne faut pas confondre pays divisés avec pays déchirés, comme la Turquie et le Mexique. Les pays déchirés sont des pays qui font partie d'une civilisation et qui souhaitent rejoindre une autre civilisation. Changer de civilisation est extrêmement difficile. Il faut 3 conditions pour cela. Premièrement, il faut que les élites soient favorables. Deuxièmement, il faut que l'opinion publique soit favorable ou au moins ne s'y oppose pas. Troisièmement, il faut que la civilisation d'accueil accepte. Premier exemple, celui de la Russie. Il y a de longs passages sur les rapports de la Russie avec l'Occident, notamment Pierre le Grand qui a beaucoup occidentalisé la Russie, et les conflits entre pro-occidentaux, slavophiles, eurasiens, etc. Mais pour ça, je vous laisse lire le livre. Je vais simplement vous citer un passage du livre. Le conflit entre la démocratie libérale et le marxisme-léninisme
opposait deux idéologies qui, malgré leur importante différence, étaient toutes les deux modernes et laïques et se donnaient pour finalité la liberté, l'égalité et le bien-être matériel. Un démocrate occidental pouvait débattre avec un marxiste soviétique. Ce serait impossible avec un nationaliste orthodoxe russe. Je suis pas du tout d'accord parce que je pense qu'un nationaliste orthodoxe russe, comme il dit par exemple Poutine, peut très bien débattre avec un nationaliste hongrois d'origine catholique ou protestante, ou un nationaliste français, ou un nationaliste allemand, ou un nationaliste italien comme Salvini. Ils ont le même logiciel. Deuxième exemple, celui de la Turquie. Pour lui, le kémalisme est du populisme, républicanisme, nationalisme, laïcisme, étatisme et réformisme. Il dit aussi que Atatürk a réformé le clergé, alors qu'en islam, et surtout en islam sunnite, il n'existe pas de clergé. Ça, c'est vraiment une grosse erreur, surtout pour un intellectuel de ce niveau-là. Professeur à Harvard, ça prouve que tout le monde peut se tromper. Il dit aussi que la Turquie est restée neutre durant la guerre civile de 39-45. Donc la Deuxième Guerre mondiale, il appelle ça la guerre civile. C'est intéressant. Il dit aussi que la Turquie a été critiquée par les pays non occidentaux en 1955 à Bandung et traitée de traître parmi les pays musulmans. Ça ne m'étonne pas, puisque Atatürk a totalement tourné le dos au passé de la Turquie, et notamment à l'islam. Et c'est même allé jusqu'à l'interdiction du fez, le petit chapeau rouge musulman. Depuis la fin de la guerre froide, l'Occident n'est pas un allié sûr pour la Turquie et la Turquie n'est pas un allié sûr face à l'islam pour l'Occident. Il rappelle aussi que la Turquie est candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis 1987. 1987. Les pays d'Europe de l'Est étaient encore communistes. Tous ces pays sont rentrés dans l'Europe, mais pas la Turquie. L'Allemagne a toujours refusé la Turquie dans l'UE. En 91-92, la Turquie s'est tournée vers les pays turcophones. Il disait déjà qu'en 93, la Turquie remettait en cause le kémalisme et devenait plus islamiste. Alors aujourd'hui, en 2018, avec Erdogan, là, il n'y a plus de doute. C'est clair, la Turquie tourne de plus en plus de dos au kémalisme et devient de plus en plus musulman. Là, il a eu raison. Il dit souvent que la Turquie est qualifiée de pont entre Orient et Occident et il donne la définition d'un pont. C'est une construction artificielle qui relie deux entités solides. À méditer. Passons maintenant au troisième exemple, celui du Mexique. Il dit que la révolution en 1910 a incorporé des éléments occidentaux à leur culture, à la culture mexicaine, comme la Russie. Et qu'à partir de 1980, changement d'identité avec le président Salinas, comme Atatürk, vers l'Amérique du Nord. Donc ils ont voulu passer d'un pays latino-américain à un pays nord-américain. Ils ont même adhéré à l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Je vous cite un passage. En Turquie, cependant, cette révolution a impliqué un rejet de la culture islamique et ottomane traditionnelle et un effort pour importer la culture occidentale et faire partie de l'Occident. Au Mexique comme en Russie, cette révolution a impliqué l'incorporation et l'adaptation d'éléments empruntés à la culture occidentale, ce qui a donné lieu à une forme nouvelle de nationalisme distincte de la démocratie et du capitalisme de l'Occident. Le problème au Mexique, c'est que le peuple et qu'une partie des élites ne suit pas. Dernier exemple, celui de l'Australie. Il rappelle qu'en 1990, les dirigeants ont décidé de devenir un pays asiatique, c'est-à-dire quitter la civilisation occidentale et rentrer dans la civilisation asiatique. Le premier ministre Keating disait qu'il fallait cesser d'être une annexe de l'Empire et devenir une république et s'implanter en Asie. C'était notamment dû au boom économique, au développement économique des pays d'Asie, les tigres asiatiques, les dragons asiatiques, etc. Et l'Australie pensait qu'elle devait s'incorporer avec ces pays. Il dit aussi que les pays non occidentaux doivent se moderniser à leur manière comme le Japon et ne pas essayer de devenir des pays occidentaux. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'Atatürk a fait une erreur monumentale. Il dit que c'est de l'orgueil politicien que de penser qu'on puisse changer la culture, la civilisation d'un pays et que c'est impossible et qu'à la fin on devient schizophrène. Tout à fait d'accord avec lui. Passons maintenant à l'ordre des civilisations. Les États phares remplacent les blocs idéologiques. Donc, c'est-à-dire, ce sont les États phares des grandes civilisations qui seront les garants du nouvel ordre international, du nouvel ordre mondial. Et le problème de l'islam, selon lui, c'est qu'il n'a pas d'État phare. Je vous cite un passage. La puissance globale est désormais une notion dépassée et l'idée de communauté globale n'est plus qu'un rêve lointain. Aucun pays, même les USA, n'a d'intérêts stratégiques globaux. C'est-à-dire qu'il enterre l'empire américain. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient un empire avec des intérêts stratégiques globaux, mais lui dit que c'est fini et que les États-Unis n'ont plus les moyens d'être un empire et qu'ils devraient donc se concentrer sur son environnement, sur l'Occident. Donc c'est pas du tout néoconservateur, comme Bush qui veut faire la guerre un peu partout dans le monde au nom de la démocratie. Lui, il est pour un repli des États-Unis dans sa sphère occidentale. Donc ne croyez pas
Tous ceux qui lient Huntington aux néoconservateurs, à mon avis, n'ont pas lu le livre. Il décrit toutes les civilisations. Commençons par l'Europe. L'Allemagne et la France des années 90 avaient proposé un plan, celui de créer une Europe concentrique, avec comme noyau dur la France, l'Allemagne et les pays du Benelux, avec intégration politique, économique, fiscale, monnaie commune, politique étrangère. Donc vraiment très intégré. C'est d'ailleurs le plan qu'a proposé Macron il y a quelque temps, avec une Europe concentrique, avec un noyau dur, très intégré, un second noyau un peu moins intégré, et un troisième noyau encore moins intégré qui partage par exemple des valeurs communes comme la liberté, la démocratie, etc. Après la guerre froide, la grande question qui se pose en Europe, c'est qu'est-ce que l'Europe? Quelles sont ses frontières? Quelles sont ses limites? Pour Huntington, c'est avec les pays musulmans et orthodoxes. Et c'est ce que les Européens ont envie d'entendre, selon lui. Avec les pays musulmans, je suis tout à fait d'accord, mais avec les pays orthodoxes, je suis un peu plus sceptique. La Grèce est en Europe depuis très longtemps, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie dernièrement, et personne n'a protesté contre cela en Europe. Pour lui, il existe deux Europes. Une Europe occidentale, catholique et protestante, et une Europe orientale orthodoxe. Il s'agit de la frontière entre Rome et Byzance. Il ne pensait pas que les pays de l'Est, anciennement communistes, n'entreraient aussi vite en Europe. Il pensait que ça prendrait beaucoup de temps. Le but de l'OTAN, selon lui aujourd'hui, est de s'assurer la fin de la guerre froide et que tout pays occidental qui satisfait aux critères d'entrée peut y adhérer. Je vous cite un passage. L'élargissement de l'OTAN restreint des pays appartenant historiquement à la chrétienté d'Occident, garantit à la Russie que la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, la Biélorussie ainsi que l'Ukraine, aussi longtemps qu'elle reste unie, ne seront pas concernées. L'élargissement de l'OTAN restreint aux pays occidentaux soulignerait aussi le rôle de la Russie comme État phare d'une civilisation orthodoxe distincte, donc comme responsable de l'ordre régnant à l'intérieur et le long des frontières de l'orthodoxie. Pour lui, clairement, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce doivent sortir de l'Union européenne, doivent sortir de l'OTAN et il faut laisser la Russie s'occuper de cela. Il pense aussi que le fait que la Grèce soit dans l'UE et l'OTAN et que la Turquie soit dans l'OTAN est dû à la guerre froide et que cela n'a plus de sens dans un monde post-guerre froide. Pour lui, la Grèce n'est pas un pays occidental, mais est le berceau de la civilisation classique, source importante de la civilisation occidentale. C'est l'étranger orthodoxe dans les organisations occidentales. La politique étrangère grecque est très orthodoxe. Il donne des détails concernant les liens entre la Grèce et la Russie, le fait aussi que la Grèce n'avait pas la même politique étrangère que les autres pays de l'OTAN concernant la guerre de Yougoslavie, etc. Mais pour ça, je vous laisse lire le livre. Passons maintenant à la Russie et ses étrangers proches. Il dit que la Russie a une relation forte avec les pays orthodoxes et qu'elle tentera de dominer les pays musulmans à sa frontière, c'est-à-dire les pays d'Asie centrale. Il pense que la Russie et les pays orthodoxes forment un bloc. L'URSS était une superpuissance avec des intérêts globaux et la Russie est une grande puissance avec des intérêts régionaux et civilisationnels. Il faut l'accepter. L'Ukraine est la frontière civilisationnelle entre Occident et orthodoxie. L'ouest du pays a fait partie de la Pologne, de la Lituanie, de l'Autriche-Hongrie. C'est un pays divisé, avec une église uniate, orthodoxe mais qui reconnaît l'autorité du pape. L'ouest de l'Ukraine est uniate et parle ukrainien. L'est de l'Ukraine est orthodoxe et parle russe. Il ne croyait pas à une guerre entre Ukrainiens et Russes, mais pensait à une cession du pays à cause de la Crimée. Donc, concernant la Crimée, il a vu juste, mais il y a quand même eu une guerre, des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Passons maintenant à la Grande Chine et à sa sphère de coprospérité. Historiquement, la Chine est considérée comme sans limite. Avec une zone intérieure, mongols, tibétains, ouïghours, ce sont les étrangers proches qu'il fallait contrôler, et une zone extérieure avec des barbares qui doivent payer des tributs et reconnaître l'autorité chinoise. Il existe un noyau central dans le monde chinois, autonome, comme la province, le canton, etc. Des provinces non-han, comme le Tibet, le Turkestan, etc. Hong Kong, Taïwan et la diaspora chinoise en Asie. Et donc tout ça forme le monde chinois. La Chine est le noyau de cette civilisation et elle veut retrouver sa place d'État phare. L'entité chinoise se définit en tant que race, selon lui, et que les Chinois d'Asie du Sud-Est et autres sont sujets à certaines mesures à l'autorité du gouvernement chinois. Il existe une Chine culturelle comme manifestation de leur Gongxi, ou conscience identitaire commune. Le monde chinois domine l'Extrême-Orient. Les Chinois de l'étranger ont plus de facilité à faire des affaires en Chine, par rapport aux Occidentaux, aux Indiens, aux Japonais, etc. Il existe beaucoup d'investissements du monde chinois vers la Chine, et que les relations entre Taïwan et la Chine se développent. Il est même possible que Taïwan intègre la Chine dans le futur, selon lui. Passons maintenant à l'islam.
Il dit que dans les pays musulmans, la loyauté va d'abord à la famille, au clan, aux tribus, et ensuite à la religion et à l'empire, et pas à la nation. Tribalisme et religion sont entremêlés. Les États sont souvent des tribus avec un drapeau. Exemple, Arabie Saoudite, Libye, Soudan. De même en Asie centrale et en Tchétchénie. C'est peut-être vrai pour tous les pays, mais il ne faudrait pas généraliser. Au Maroc, il n'y a pas de tribu. Donc c'est la tribu et la Oumma. Le local et le global, et il n'y a pas vraiment de place pour les nations. Et c'est pour ça que les États musulmans sont fragiles, car ils ont été créés par l'Occident et ne reposaient sur rien. C'est vrai pour certains comme la Mauritanie ou le Koweït, mais certains existent déjà depuis longtemps, comme le Maroc que je connais très bien. Donc voilà, c'est le local et global et l'islam unit le monde musulman. Il y a difficulté de passage de conscience islamique à cohésion islamique car pas d'État phare, alors qu'auparavant il existait des califats, des empires. Il pensait aussi à une réconciliation entre chiisme et sunnisme. Aujourd'hui, en 2018, on sait très bien que c'est totalement faux. Le fait que l'islam engendre une conscience identitaire commune sans cohésion politique est une source de faiblesse et une menace pour les autres civilisations. C'est normal pour lui vu qu'il pense que les États phares sont le nouveau garant du nouvel ordre international de la sécurité mondiale. Donc, vu qu'il n'y a pas d'État phare dans les pays musulmans, c'est source d'instabilité. Il dresse une petite liste de pays musulmans qui pourraient devenir l'État phare. L'Indonésie, c'est un grand pays avec une forte population, une forte croissance, grosse puissance économique. Mais le problème d'Indonésie, c'est qu'il se trouve à la périphérie du monde musulman. Il y a aussi l'Égypte, qui est un grand pays avec une forte population et qui se trouve au centre du monde musulman. Mais le problème de l'Égypte, c'est qu'il est dépendant financièrement des États-Unis. Il y a aussi l'Iran, un grand pays avec un grand passé, très développé au niveau scientifique. Mais le problème de l'Iran est qu'il est chiite et que la plupart des musulmans sont sunnites. Le Pakistan, qui est le seul pays musulman à avoir la bombe nucléaire. Mais le problème du Pakistan est qu'il est obsédé par l'Inde, qui est son rival historique. L'Arabie Saoudite, qui possède beaucoup de pétrole, qui a une forte puissance financière, mais qu'il a une faible population et qui est dépendant de l'Occident pour sa sécurité. Et enfin la Turquie. Et là, c'est très intéressant, je vous lis un passage. Enfin, la Turquie a l'histoire, la population, le niveau économique, la cohésion nationale, les traditions et les compétences militaires pour être l'État phare de l'islam. En définissant explicitement la Turquie comme laïque, cependant Atatürk a empêché la République turque de succéder à l'Empire ottoman dans ce rôle. La Turquie ne peut même pas devenir membre de l'OCI, parce que sa constitution garantit la laïcité. Aussi longtemps qu'elle se définira comme un État laïque, la suprématie sur l'islam lui sera déniée. Et si la Turquie changeait, jusqu'à certains points, elle semble prête à renoncer à son statut, plutôt frustrant et humiliant, de mendiant vis-à-vis de l'Occident, pour retrouver son rôle historique, plus impressionnant et plus élevé, de principal interlocuteur islamique et adversaire de l'Occident. Le fondamentalisme gagne en Turquie. Sous Özal, elle s'est efforcée de s'identifier au monde arabe, elle a capitalisé sur ses liens ethniques et linguistiques pour jouer un rôle modeste en Asie centrale, elle a encouragé et soutenu les musulmans de Bosnie. Parmi les pays musulmans, la Turquie est unique en cela qu'elle a des liens historiques étendus avec les musulmans des Balkans, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie centrale. Elle pourrait donc, étrangère à son être profond comme l'Afrique du Sud a abandonné l'apartheid, et en cessant ainsi d'être un paria aux yeux de sa civilisation pour devenir son chef de file. Ayant expérimenté ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans l'Occident, à travers le christianisme et l'apartheid, l'Afrique du Sud est très qualifiée pour mener l'Afrique. Ayant expérimenté ce qu'il y a de bien et de mal dans l'Occident, à travers la laïcité et la démocratie, la Turquie pourrait aussi bien être qualifiée pour mener l'islam. Mais pour ce faire, il lui faut rejeter l'héritage d'Atatürk, plus fermement encore que la Russie celui de Lénine. Il faudrait aussi un chef du calibre d'Atatürk qui combine légitimité religieuse et légitimité politique pour faire que la Turquie ne soit plus un État déchiré, mais devienne un État phare. Très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en lisant cela, j'ai directement pensé à Erdogan. À mon avis, Erdogan a dû lire le livre, a dû lire Le choc des civilisations et s'est dit « c'est ce qu'il faut faire ». Il veut devenir, je crois, l'anti-Atatürk et devenir le chef de file du monde musulman. Passons maintenant à la dernière civilisation, l'Afrique. Il en a parlé un peu. Il dit aussi qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment d'État phare et que l'Afrique est divisée en deux, francophone et anglophone. Au passage, il oublie les lusophones, la langue portugaise. Le problème aussi de l'Afrique est que la France est très présente et il y a deux pays qui sortent du lot, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Déjà à l'époque, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, le Nigeria est devenu la première puissance économique en Afrique. Il faut savoir, c'est pas l'Afrique du Sud, mais le Nigeria. Et il pensait que dans le futur, avec la fin de l'apartheid, les pays africains allaient s'unir avec l'Afrique du Sud post-apartheid comme État phare. Alors que l'Afrique du Sud est un pays qui va très mal, qui a encore une grosse partie de sa population qui vit dans des bidonvilles, qui vit dans le tiers-monde, qui n'a pas l'électricité,
Un pays avec beaucoup de violence, beaucoup de racisme dans tous les sens, avec une très faible croissance et surtout un très mauvais accueil qui est fait aux pays africains. Beaucoup de violence, de meurtres, de magasins de Nigérians brûlés en Afrique du Sud, il faut le savoir. Il existe un énorme racisme envers les Africains en Afrique du Sud même. Des immigrés africains ont même été brûlés vivants, brûlés vifs, dans des métropoles, dans des grandes villes, autour d'un poteau, ils les ont attachés autour d'un poteau, mis de l'essence et brûlés. Je ne pense pas que les pays africains vont suivre un pays qui les traite de la sorte. Voilà, ça sera tout pour cette partie 3. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. On se retrouvera pour la partie 4, la dernière partie qui s'intitule « Les conflits entre civilisations ». Ça risque d'être passionnant. Et comme toujours, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, vous me suivez sur les réseaux sociaux. À la prochaine!